Vous écoutez l'épisode 139 du podcast Business en spa esthétique, les étapes pour fermer ou revendre son centre. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école, la gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, et si un jour je décidais de fermer mon centre ? Ou bien, est-ce que je pourrais le revendre et comment je m'y prendrais ? Peut-être que vous êtes d'ailleurs en plein dedans, peut-être que vous y pensez un peu en silence entre deux rendez-vous, peut-être que c'est un rêve ou une peur ou un soulagement ou un projet. Bref, aujourd'hui on va parler de ce sujet qui est rarement abordé et pourtant tellement important. Comment fermer ou revendre son centre sans s'écrouler, sans s'isoler et surtout sans y laisser sa peau. Et pour ça, je suis entourée de 3 femmes exceptionnelles qui font partie de l'équipe ESBE et qui ont vraiment vécu cette étape. Elles ont eu toutes les 3 des centres qu'elles ont dû fermer ou revendre. Elles ont vécu la charge émotionnelle, les imprévus, les dettes personnelles parfois, les nuits sans sommeil, mais aussi derrière la reconstruction, les prises de conscience et les renaissances. Et je suis très heureuse de leur donner la parole aujourd'hui parce que ce sont elles qui maintenant accompagnent nos clientes au sein de SBE à travers ces mêmes étapes parfois. Et parce qu'elles savent, par expérience, à quel point c'est un chemin qui mérite d'être accompagné. Alors bonjour à toutes les trois, je suis ravie de partager cet épisode avec vous. C'est surtout un sujet, comme je l'ai dit, qui est assez d'actualité et en tout cas qui mérite d'avoir un peu plus de place aussi dans le podcast. Et pour commencer ce sujet, comment fermer ou revendre son centre, j'aimerais qu'on commence par vos histoires, par vos vécus, parce que toutes les trois, donc vous êtes coach formatrice au sein de SBE, mais vous êtes surtout et avant tout des femmes de terrain, des femmes d'expérience. Et je sais que derrière chaque fermeture ou revente de centre, il y a nécessairement toute une partie d'émotionnel, toute une partie de contexte de vie, toute une partie d'enjeux personnels. Alors j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu tout ça. Et pour commencer, Cynthia, j'aimerais bien commencer avec toi. Donc, pour rappeler un peu le contexte, c'est pas la première fois que tu interviens dans le podcast. Tu as eu un institut à toi que tu as géré pendant plusieurs années et tu as dû le fermer, mais c'était pas juste une décision rapide, en tout cas pour ton histoire, ou c'était pas juste une simple clôture de société. Tu as vraiment traversé tout un long processus avec des phases vraiment compliquées. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience de fermeture de ton centre? Oui, alors c'est pas forcément simple pour moi d'en parler parce que j'ai traversé des phases assez difficiles. C'est vrai que je partage assez régulièrement l'expérience, mais plutôt dans le cadre des rendez-vous individuels avec les clients. Donc c'est vraiment la première fois que j'en parle, on va dire un peu plus largement comme ça en public. Comme tu dis, ça a été un processus qui a été long, assez compliqué. La décision, elle n'était pas prise depuis longtemps. Ça s'est fait relativement rapidement, on va dire, dans le process, parce qu'en fait, j'ai mis longtemps avant de me résoudre à cette fermeture. C'était pour des raisons de santé, parce que globalement, j'avais depuis quelque temps des petits enchaînements de maladies inexpliquées, plus ou moins invalidantes, voire même inquiétantes pour certains médecins. Donc voilà, le jour où il m'a un petit peu secoué et qui m'a dit en gros, c'est soit on arrête d'être exposé potentiellement aux produits qui peuvent vous poser problème, soit ben, l'issue, on la connaît. Donc ça pouvait aller même jusqu'à une maladie incurable. Donc hépatique, hein, c'est pour donner vraiment le détail. Donc bon là, il m'a fait clairement peur. Donc je me suis reclassée comme formatrice de marque. Donc j'ai travaillé assez rapidement, on va dire, sur un poste qui m'a amené à me sortir à 100% de la boutique. Je venais plus que les samedis. Donc l'équipe était en fait autonome du lundi au vendredi et le samedi je passais. Bon, j'avoue, j'ai fait aussi peut-être un petit déni. C'était difficile pour moi cette situation parce que quasiment dans la foulée, l'intégralité de mon équipe a été renouvelée. Donc j'ai eu 2 départs et donc
en 2 mois, en fait, le business model n'était plus du tout le même. Ça reposait quand même beaucoup sur moi. 50% du chiffre d'affaires était sur les ongles et sur ma technique, sur ma façon de faire. Donc, il a fallu complètement renouveler l'équipe, former assez rapidement et que sur mon temps de disponibilité parce qu'en plus, j'étais sur le terrain formatrice de marque, j'avais 16 départements, donc j'étais pas toujours là. Donc, même si j'avais voulu les accompagner le soir, après le travail, c'était pas possible. Et donc, ça a été assez compliqué en fait de faire la transition. Comme la décision s'est prise aussi rapidement de me sortir et j'ai trouvé du travail rapidement aussi, ben j'ai pas eu le temps de mettre en place une structure d'équipe qui leur permettait vraiment d'être autonome vis-à-vis de la clientèle. J'ai eu beaucoup de départs. J'ai mis en vente le fonds de commerce, mais c'était trop court en termes de délai, avec 2 opportunités qui n'étaient pas plus réalistes et réalisables. Le chiffre d'affaires a chuté, et puis bah, après, voilà, la conclusion, on la connaît. J'avais pas de solution de financement en propre ou bancaire, parce que la situation vraiment devenait très dégradée, et j'ai été obligée de déposer le bilan. Donc, ça a été, on va dire, finalement long dans le process. Ça s'est pas pris comme décision. Enfin, la décision a été rapide, mais le process a été relativement long. Ça a été sur 6 mois. Mais 6 mois dans la vie d'une entreprise, c'est très rapide. Ça faisait quasiment 7 ans que Mm. j'avais la boutique. Et ça a été voilà, émotionnellement très difficile pour tout le monde, hein, pour moi évidemment. Mais en fait, dans l'histoire, c'était même pas plus tant moi, c'était les créanciers, l'équipe, parce que j'avais 2 filles qui vraiment étaient 100% à mes côtés et qui étaient fières en fait de travailler là, mais dans des situations quand même relativement compliquées pour elles. Et elles ont vécu la fermeture de plein fouet, quoi, hein, puisque c'est elles qui étaient face à la clientèle dans cette période-là, alors que moi, du coup, je n'étais pas là. Mm. Donc toi, ce contexte de fermeture, c'était vraiment l'élément déclencheur, c'était la santé qui ne te permettait plus d'exercer ton Oui. métier. Tu as dû changer de métier, trouver, et tu as trouvé assez vite effectivement un Mm. contrat de formatrice. Donc ça, c'était quand même une bonne solution, une bonne opportunité dans ta vie à ce moment-là. Mais c'est sûr que quand on a un centre à côté, eh ben, soit on arrive à le développer de façon autonome, soit effectivement, il faut vite le vendre. Et comme tu disais, bah, toi, en fait, 6 mois, ça passe super vite. Oui. Et quand on a une équipe qui bouge, c'est encore plus difficile. Est-ce que ce que tu as vécu personnellement pendant ces années, comment ça se passait? Parce que on se connaissait déjà à l'époque. Mm. Comment tu as réussi à avoir à la fois arrivé à te concentrer dans ton nouveau rôle de formatrice marque, mais en même temps dans ton rôle aussi de gérante, en fait? Comment ça s'est passé vraiment pour toi, ce moment-là? Bah, c'est vrai qu'on se connaissait déjà et j'avais en amont, déjà avant tout ça, en fait, avant d'avoir cette prise de conscience santé, j'avais commencé à structurer, tu sais, au travers de Mm, l'accompagnement que j'avais fait avec toi. Mais en fait, c'est pas allé assez vite par rapport à la situation qui s'est dégradée à une vitesse beaucoup plus importante que tout ce que je pouvais mettre en place ou que j'avais déjà mis en place. Ce qui fait que ben voilà la situation forcément c'est envenimé très très vite et puis en fait le salaire que je rentrais avec mon poste de formatrice ne suffisait absolument pas à compenser le chiffre d'affaires qui n'était plus réalisé par mes soins dans le centre et donc bah ouais la situation s'est fortement dégradée. Donc j'ai pas eu le choix, pas eu d'autre choix que de fermer. Après, mm, ça a été, oui, émotionnellement hyper difficile. Ça a été des hauts et des bas, la frustration aussi vis-à-vis des filles qui continuaient tant bien que mal, comme elles le pouvaient, avec les procédures que j'avais mis en place, à tenir la barque à flot, parce que j'avais quand même déjà créé un certain nombre d'éléments qui leur permettaient d'être tranquilles. Mais parfois, bah voilà, quand j'étais en clientèle, en train de dispenser une formation, soit en salle pleine, soit en individuel chez les clientes, bah, je pouvais pas dire Pouni, je fais une petite pause, faut que je réponde à mes équipes qui sont elles en train de bosser dans ma boutique parce que elles ont eu tel problème d'encaissement avec la carte bleue, elles n'arrivent pas à faire le remboursement ou autre. Enfin voilà, c'était quand même assez folklorique. Donc définitivement, c'est sûr que de se sortir de la structure, en fait, techniquement, c'est quelque chose de possible, hein, mais il aurait fallu que je le prépare bien plus en amont et que ce soit pas une sortie rapide. C'est une décision qui doit être à la base de stratégique et qui doit pas être une décision d'obligation calendaire, tu vois, ou mm. de santé. Donc,
Après, je l'ai organisé comme j'ai pu. Et puis après, bah, au niveau émotionnel, pour la suite des opérations, ça a été très, très compliqué. Hmm. On va juste, on détaillera justement un peu plus le côté, comme tu disais, quand on peut, là, c'est une situation de vie. Et pour beaucoup Mm. d'auditrices aussi, il y a ces situations de vie qu'il faut absolument prendre en compte. Mais c'est qu'effectivement, pour celles qui sont dans ce questionnement de est-ce que je ferme, est-ce que je revends, ce sont des vraies questions stratégiques et on va y revenir en partie 2. Mm. Stéphanie, de ton côté, toi, tu as eu 4 centres et tu les as tous fermés ou revendus. C'est pas rien de faire 4 et finalement aussi en très peu de temps hein, quand on y repense. Est-ce que tu peux nous raconter, Stéphanie, comment ça s'est passé, toi, de ton côté, avec tes centres? Oui, et bien déjà, merci Tiffaine de m'inviter dans ton podcast. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Effectivement, moi j'étais gérante de 4 centres beauté bien-être. J'avais donc 2 spas, 2 instituts de beauté. J'ai commencé par une création, un premier établissement qui a très vite bien fonctionné. Et c'est ça qui m'a permis après d'investir rapidement dans un second, dans un fonds de commerce. À la suite de ça, j'ai vite repris un autre fonds de commerce, vite lancé un deuxième établissement de mon premier spa. Tout ça en mêlant et en parallèle de l'arrivée de mes enfants. Pendant 12 ans, j'ai évolué dans ce secteur avec passion toujours, mais les choses ont commencé à se compliquer avec le Covid déjà. Hmm. À l'époque, en fait, j'avais une holding et les aides ne couvraient que la structure de la holding. Donc ça veut dire que mes 3 autres établissements, en fait, n'étaient pas, enfin, il n'y avait pas d'aide prévue pour ces 3 autres établissements. J'avais aussi donc en tout 13 salariés. Donc les charges étaient très très lourdes. Même si j'ai contracté un prêt PGE un peu comme tout le monde, Hmm. c'était pas suffisant en fait. Donc, je m'en suis quand même sortie avec la trésorerie que j'avais pu accumuler, mais j'ai très vite eu une de mes sociétés qui n'a pas tenu en fait le coup et que j'ai dû mettre en liquidation. Hmm. Ensuite, du coup, j'ai été confrontée à des situations humaines assez difficiles en fait. On s'est rencontrés à ce moment-là d'ailleurs. Je me souviens de différents échanges avec Valérie aussi lors des formations que vous meniez au sein de SBE. 2 de mes centres en fait étaient dans des hôtels indépendants. J'ai eu de gros désaccords avec la direction. Sur un, j'avais contracté un bail précaire en fait, et ils m'ont demandé du jour au lendemain, bah, au bout des 3 ans, hein, ils m'ont dit bah t'es gentil, merci, t'as tout développé, bah voilà, on arrive aux 3 ans du bail, bah merci, au revoir quoi. Sauf que j'avais contracté des prêts pour me lancer, de l'investissement pour le matériel, etc. Que je n'avais évidemment pas fini de rembourser, parce que c'est pas 3 ans, les prêts en général c'est un peu plus longtemps que ça, 5 à 7 ans. J'avais des salariés en poste aussi. Donc à ce moment-là, j'ai compris que j'étais pas aussi bien entourée que ce que je croyais, déjà de par ces personnes-là voilà, où je pensais avoir une confiance totale et des promesses qui allaient tenir. Mais finalement, il n'y avait pas de garantie écrite. Donc ça déjà, voilà, ça c'est c'est aussi très important. Vraiment garantissez de manière écrite le maximum de choses possibles. Et puis j'ai suivi des conseils, mais sans me poser véritablement des questions très très profondes. Je veux pas dire que j'étais aussi mal accompagnée. Il y a eu des fautes aussi de la part de la banque, de l'expert comptable. J'ai eu pas mal de déboires, mais on va pas rentrer dans ce détail-là. Ils ont manqué de vigilance et ils ont fait des erreurs, mais moi aussi finalement. Et puis bah, c'est moi qui en paye de toute façon les pots cassés. En tant que gérante, j'avais pas toutes les connaissances. Notre métier de base, c'est un métier d'artisanat, c'est un métier de contact avec la clientèle, mais toute la partie gestion, on l'apprend pas à l'école. Donc je me suis retrouvée à prendre des décisions financières lourdes sans en mesurer toutes les conséquences en fait. J'ai fini par fermer mes 2 structures spa. Hmm. Il me restait plus qu'un seul centre qui fonctionnait bien. Alors je me suis dit, bah écoute, concentre-toi là-dessus, repars de zéro. J'ai tout revu, le nom, la carte, la structure d'équipe. Mais en fait, j'étais épuisée. J'avais vraiment trop tiré sur la corde. Et puis j'y croyais plus vraiment.
Hmm. Qu'est-ce qui a été difficile? Je me souviens bien de cette période-là. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans cette période? Parce que effectivement, moi je me souviens quand on s'est rencontrés, t'étais dans une super quand même dynamique, t'étais avec tes 4 centres hyper impressionnantes, une grosse équipe, voilà, on essayait de structurer un maximum. Et puis, euh, et puis en fait, tu subis une situation que tu n'as pas choisie parce que rompre comme ça un contrat, en fait, c'était pas absolument pas dans ton contrôle. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette période? Ce qui a été le plus difficile, c'est pas seulement la fermeture en soi, c'est tout ce qu'elle implique en fait autour. C'est le doute, la fatigue, l'incertitude. Quand on est gérante, on porte tout. On porte l'équipe, on porte les finances, on porte les décisions stratégiques, on porte la charge mentale et émotionnelle. Ça, c'est juste la partie professionnelle, hein, parce qu'à côté de ça, il y a aussi la partie personnelle. Et, euh, et donc, dans mon cas, j'étais épuisée. J'arrivais pas à lâcher. Et comme tu disais, en fait, j'avais cette dynamique. Donc, j'ai toujours Mm, eu cette, enfin, dans mon caractère d'aller de l'avant, de toujours vouloir, voilà, je vais y arriver, je vais m'en sortir, une marche après l'autre, mais je vais y arriver. Et donc, coûte que coûte, je me disais, bah, voilà, je vais te faire, ça va bien se passer. Mais en réalité, j'avais plus l'énergie, j'avais plus l'envie, j'avais plus les ressources, quoi. Comme mm, j'ai pas préparé la sortie non plus, comme tu dis, je l'ai subi, mais clairement, et ça on entend beaucoup aussi en coaching avec les clientes, cette notion de voilà de plus être en maîtrise totale, mais de subir son centre. mm. Bah, du coup, le chiffre d'affaires après a chuté, l'équipe a perdu sa motivation parce que en fait, comme Citia, j'étais là, mais j'étais plus là, donc elles se sont retrouvées un petit peu démunies aussi. J'ai fini par vendre mon dernier centre à perte. Simplement parce que j'en pouvais plus en fait. C'était pas une décision stratégique, mais je voulais juste en finir. Et ça Mm. c'est vrai que c'est quand on s'en rend compte, c'est quand même triste quoi. Mais voilà, j'étais à bout, je pouvais plus. Mm. Et puis tout ça, je l'ai porté aussi au détriment de ma famille. Il y a eu des tensions, des incompréhensions, une forme d'absence aussi de ma part dans des moments de vie qui sont importants pour mes proches, par exemple. Je Ouais, mettais vraiment en avant mes centres en fait. C'était ma vie. Euh, et quand on est pris dans cette spirale-là, on se rend pas toujours compte à quel point ça peut déborder sur tout le reste. Et maintenant, maintenant justement avec du recul, je vois beaucoup de choses. Je me rends compte de plein de choses. Et ça m'aide aussi dans mon accompagnement au quotidien auprès des gérantes. mm. C'est pas juste une décision technique en fait de fermer ou de revendre, c'est vraiment une décision de vie. Bah, une décision de vie parce que comme on disait au début du podcast, on bâtit quelque chose, on le construit. Enfin, c'est de l'artisanat en plus, donc c'est hyper puissant. Faut pas l'oublier. Et quand c'est pas anticipé, ça devient difficile et même parfois très destructeur. On se rend Ouais, pas compte. ouais. Et ça, je trouve que de plus en plus, enfin, je pense que vous avez exactement le même ressenti, mais je trouve que de plus en plus dans les accompagnements qu'on fait, de plus en plus, OK, on a c'est notre métier, hein, d'accompagner sur la partie stratégique, structurée, faire grandir les activités. Mais je trouve que de plus en plus aussi, on nous sollicite pour ce genre de décision de vie. Moi, je trouve que c'est ça, c'est ces sujets-là qui sont les plus passionnants, c'est-à-dire que comment j'arrive dans ma vie d'entrepreneur, avec l'histoire, avec ce que j'ai créé, avec mes envies, mes ambitions, etc. À côté, il y a la vie en fait qui se passe. Et comment j'arrive justement à concilier les deux, c'est-à-dire mon rôle de chef d'entreprise et moi et la vie qui se passe autour. Et, euh, et je trouve que cette dimension-là de ce que tu dis, ce sont des décisions de vie, elle devient de plus en plus importante. À quel moment, du coup, t'as pu commencer à envisager la suite? Parce que je me souviens très bien d'avoir reçu un message que tu m'avais envoyé et je me souviens aussi que je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe, une vraie décision qui commence à se passer pour Stéphanie. À quel moment tu as commencé justement à envisager la suite de cette aventure entrepreneuriale? Bah oui, le vrai tournant, c'est quand j'ai commencé à échanger avec toi sur voilà sur cette remise en question en fait, parce que je continuais à avancer, mais j'avais plus de direction claire. Quand on parle de la vision
et perte de sens. On n'est plus dans l'action, on est juste dans l'opérationnel, dans la gestion. Bah, c'est là où voilà, on sent il y a le centre et puis on est à côté. Donc tu m'accompagnais, comme on disait tout à l'heure, déjà à l'époque, depuis plusieurs années. Et on avait parlé de la possibilité d'intégrer l'équipe ESBE. C'est une idée qui a germé bah, de chacun de notre côté durant une dizaine de mois, je crois, parce que je me souviens très bien des mois d'intégration. Mais intérieurement, ma décision, en fait, elle était déjà prise. J'avais besoin d'autre chose. Je savais que à partir du moment où je t'avais envoyé ce message-là, ça avait switché, en fait. Le souci, c'est que bah, cette autre chose, je l'ai engagée avant même d'avoir fermé le chapitre précédent, et c'est là où j'ai vraiment compris une chose. Il faut se préparer en fait à la sortie. C'est pas juste dans sa tête et dans son cœur, mais c'est vraiment sur un plan administratif et financier de bien préparer les choses Ouais, ouais, sereinement. ouais. Et ben ça, c'est pareil. On va bien en discuter et je pense que ça va aider aussi beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui se posent Mm. cette question-là. Ces décisions de vie-là, fermer ou revendre, ok. Mais en fait, voilà, le message, c'est profiter de l'expérience, on va dire, des autres et de ce que vous partagez avec nous est quand même super puissant et je vous remercie beaucoup parce qu'en fait, je suis persuadée qu'avec vos expériences, on arrivera justement à faire passer ce message, comme tu dis, ça se prépare. Alors, Laura, toi, tu as eu une expérience différente, euh, je trouve aussi par rapport à Stéphanie et par rapport à Cynthia. Toi, tu as réussi à revendre ton institut et tu l'as fait dans la transmission, c'est-à-dire que tu l'as revendu à l'une de tes salariés. C'est quand même une super belle histoire. Ça s'est plutôt bien passé de ton côté. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment aussi que tu nous racontes cette histoire parce que oui, il y a des fermetures qui peuvent se passer dans la douleur, mais il y a aussi des fermetures qui peuvent aussi clôturer une aventure. Et quand ça se fait dans la transmission comme ça, c'est absolument super. Comment t'as préparé cette transmission, Laura, et qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là? Ben, bonjour Tiffaine, merci pour ton invitation. Donc effectivement, moi de mon côté, donc j'ai eu un centre pendant 10 ans, donc j'ai toujours su que je le revendrais un jour. Je ne savais pas quand. Je l'ai créé de zéro, c'était un vrai challenge et j'avais une vision très claire. Je voulais bâtir quelque chose vraiment de solide, de structuré et surtout sortir totalement de la cabine. Donc ça m'a pris du temps, mais une fois que cette vision a été atteinte, je me suis posé la question de la suite. Chez moi, comme chez beaucoup de gérantes, ça a commencé par une sensation un peu floue, mais bien présente, une perte de sens, une fatigue qui s'installe, un sentiment de plus être tout à fait à ma place. Il y a de la culpabilité, de la peur, parfois même un peu de honte parce que bah en fait tout semble bien fonctionner alors qu'en réalité on se sent plus aligné. Puis Hmm. un jour, je me suis autorisée à regarder un peu les choses en face et il y a eu aussi une forme de soulagement. Et est-ce que j'ai le droit de changer? En fait, c'était mon but, mon rêve de monter mon centre, mais est-ce que il y a une étape que voilà qui a été franchie et elle arrive à la fin. En fait, j'arrive à la fin de mon histoire. Donc c'est exactement ce que j'ai vécu. Donc c'est là que j'ai commencé vraiment à envisager la revente parce que mon centre fonctionnait très très bien. Donc il était vraiment question pour moi de le transmettre. J'ai quand même fait un bilan de compétences pour me poser, pour me poser aussi les bonnes questions, me demander si c'était le bon choix à faire, parce qu'on hésite toujours hein, jusqu'au dernier moment. Et puis une fois que j'ai su ce que je voulais pour l'après, mais tout est devenu limpide. J'ai donc pensé à ma salariée, donc Marine, qui était avec moi depuis 5 ans. Elle avait toute ma confiance, elle partageait mes valeurs, elle connaissait l'institut, les clientes, l'équipe. Donc pour moi, c'était une évidence. J'avais envie que ce soit elle qui prenne la suite. Donc je me souviendrai toujours du moment où je lui ai proposé autour d'un café. Elle se doutait vraiment de rien. Je lui ai simplement dit que je songeais à vendre et que je la voyais vraiment comme la personne idéale pour reprendre l'aventure. Hmm. Il faut savoir voilà, quelques mois avant, je l'avais déjà nommé manager. Donc, j'avais fait une fiche de poste, de mission claire, ses responsabilités bien définies. Tout ça, je l'avais structuré grâce à la formation au SBE que j'avais faite juste avant. Et ça m'avait vraiment permis d'être bien accompagnée à ce moment-là, de pouvoir déléguer et de rendre mon centre autonome. Donc, j'avais un peu préparé le terrain.
Hmm. L'idée, c'était vraiment qu'elle prenne ses marques, qu'elle se dise qu'elle faisait déjà beaucoup et qu'en fait, ça changerait pas tant de choses que ça pour elle. Bon, dans ma tête, hein, je savais très bien que ce que ça représentait comme charge, mais bon, ça, je lui ai pas dit tout de suite. Mais voilà, que pour elle, ça lui semble fluide et qu'elle se dise, bah, pourquoi pas? Parce que c'était pas du tout son projet de départ, hein. C'est vraiment quelque chose qui, comme elle dit, c'est un peu le destin. Bon, bah, pourquoi pas? Donc elle a pris son temps de réflexion, puis elle a dit oui. Et à partir de là, la transition s'est faite naturellement. On a signé en février hein, de cette année et c'était en juillet de l'année dernière que je lui ai proposé l'institut. Donc on a eu le temps de construire la passation ensemble. Hmm. Je l'ai Entre accom- juillet et février. Voilà, juillet et février. Je l'ai Hmm. accompagné surtout sur les outils, sur les fournisseurs, sur le management de l'équipe. Voilà, j'ai vraiment fait en sorte qu'elle prenne la suite, que ce soit très naturel pour tout le monde. Donc ce que j'ai ressenti vraiment, c'était beaucoup de fierté. J'ai vu qu'elle prenait la suite avec confiance. Tout était fluide et savoir que l'institut continuait de vivre sans rupture, surtout pour l'équipe. Donc c'est pareil, hein, l'équipe, ça a été tout naturel parce que c'était leur manager. Donc j'avais deux autres salariés. C'était aussi le maître d'apprentissage de mon apprenti. Donc vraiment, tout s'est fait naturellement. Et pour les clientes, moi j'étais sortie de cabine depuis 2 ans. Donc Marine, elle avait déjà toute sa place. Et je pense que ça a beaucoup aidé aussi. J'ai des clientes qui savaient pas que c'était moi la responsable. Alors c'était aussi mon objectif, mon souhait. J'ai vraiment laissé la place à Marine. Je me suis effacée Hmm. pour vraiment qu'elle on savait pas trop si c'était moi ou elle, finalement, la gérante de l'institut. Donc voilà pour la transmission. Et aujourd'hui encore, elle sait, je reste disponible en fait si elle a besoin. Mais elle gère ça très bien et je vais régulièrement moi pour mes prestations la revoir. C'est un peu étrange au début, mais maintenant c'est quelque chose qui est bon, sympa de revoir son institut, voir que ça évolue bien, que ça tourne sans nous. Voilà, c'est une belle transmission. Hmm. C'est une très jolie histoire. En fait, des histoires de fermeture ou de revente et de transmission comme ça, il y en a autant qu'il existe de personnes. Donc c'est pour ça que vraiment merci, je vous remercie pour vos témoignages parce que ça montre aussi que en fait finalement la fermeture ou la revente, ça reste une étape dans une vie d'entreprise. Mais c'est sûr que si ça peut se faire dans les conditions, on va dire, les plus favorables, c'est d'autant mieux. Donc, maintenant, j'aimerais justement qu'on donne des repères concrets à celles qui nous écoutent et qui se posent réellement la question aujourd'hui. Je crois que vous avez dit des choses toutes les trois qui résonnent pas mal, parce qu'à chaque fois que vous racontiez quelque chose, je pensais aussi à l'une de nos clientes. Euh, voilà, la question qu'on se pose réellement, et moi, si je veux fermer ou si je veux revendre, par quoi est-ce que je commence? Alors, toutes les trois, selon vos expériences, j'aimerais bien que vous nous expliquiez quelles sont les grandes étapes qu'on recommande de suivre quand on veut faire en fait cette transition dans sa vie d'entreprise. Qu'est-ce qu'on aurait aimé savoir avant, par exemple, avant de se lancer dans les démarches de revente ou de fermeture? Je vous propose de le faire un petit peu selon les étapes, c'est-à-dire que la première étape pour moi, et vous en avez parlé, c'est de clarifier ses motivations et son projet de vie. Est-ce qu'on ferme? Est-ce qu'on revend? Pourquoi? Pour aller faire quoi? Est-ce que cette question-là, je me la pose et que c'est une vraie question d'alignement, comme tu disais, Laura? Est-ce que c'est en fait une fatigue, un burn-out? Est-ce que c'est un vrai désir de changement? Est-ce que vous pouvez nous dire comment justement dans cette première étape de clarifier ces motivations, est-ce qu'il y a des questions importantes qu'il faut se poser? Moi, si je peux me permettre, avant de parler de chiffres, je trouve aussi que l'importance voilà, de cette vision, on parle souvent de vision, de direction, c'est la priorité. Et comme tu dis, en fait, derrière, ça va permettre déjà de prendre des décisions financières concrètes, mais c'est aussi avant tout de revenir à soi et de se poser la bonne question, qu'est-ce que je veux aujourd'hui dans ma vie? Est-ce que je suis en fuite aussi, ou est-ce que c'est un choix conscient? Que je suis en train de vivre. Et donc, c'est de se poser réellement sur son point de vue professionnel et personnel
C'est vraiment de remettre de la clarté sur ce qu'on veut vraiment et décider dans le bon sens en fait. Et pas dans l'émotionnel là je vis ça actuellement, ah, je prends une décision dans l'urgence. Non, je prends un temps de recul et je me pose en fait. Ouais, et parfois ça peut être très long de se poser ces questions-là. Je sais pas pour vous, Cynthia, Laura, sur ce côté clarté, comment ça s'est passé de votre côté? Moi, de mon côté, c'est vrai que ça a été très long parce que c'était un choix en pleine conscience d'un centre qui fonctionnait très bien, qui tournait, qui était vraiment autonome. Et je m'ennuyais un petit peu, mais finalement, quand j'ai créé mon centre, mon rêve, c'était d'avoir du temps pour mes enfants, d'avoir un bon salaire, du temps pour moi. Et là, c'est ce que j'avais et je m'ennuyais. Donc, ça a été de se dire, attention, tu vas peut-être regretter de vendre quelque chose qui fonctionne très bien pour après reprendre un rythme. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de remarques de mon entourage, de me dire, mais tout le monde me demandait, mais pourquoi tu vends, puisque ça fonctionne bien en fait, c'est vraiment ça. Donc ça a été très long. Après, vraiment, il faut s'ouvrir, écouter d'autres choses, des podcasts aussi un peu différents, oser le bilan de compétences, parce qu'on rencontre des personnes qui vont planter des petites graines et du coup, ça nous fait réfléchir, ça nous fait évoluer. Et donc, je conseille vraiment avant de prendre sa décision définitive, de s'ouvrir à d'autres choses avant. Si on peut, essayer de construire l'après, un petit peu avant. Donc, pour ma part, j'ai rencontré ESBE au congrès de l'esthétique et j'ai tout de suite su avec mon bilan de compétences que je voulais travailler avec ESBE, accompagner d'autres gérantes. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire en ayant mon centre. Donc ça a été une étape où j'avais mes deux activités. Et donc ça, c'est une étape pour le cheminement de ma réflexion qui a été essentielle. Cynthia, toi, enfin, malheureusement, t'as pas eu forcément l'opportunité de te poser et d'approfondir ces Mm. questions-là, puisque c'était vraiment voilà, une situation de vie et de santé. Ça, pareil, on le décide absolument pas. Mm. En revanche, je sais que tu accompagnes beaucoup de gérantes qui sont dans ces réflexions-là. Et quand tu penses justement à ce moment où on se pose la question, on essaie de clarifier un petit peu ce qu'on veut, pourquoi on le veut, etc. Comment toi, tu accompagnes les clientes dans ces décisions-là? Ben, c'est sûr que de ce que je connais de la suite, le mieux, c'est quand même d'éviter la situation la plus critique. Mais c'est vrai que, comme tu dis, la clarté, c'est quand même un point essentiel. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans les accompagnements, on commence toujours par la vision, de savoir où est-ce qu'on veut aller, pourquoi est-ce qu'on le fait. Et donc, la question de fermer ou revendre vient finalement après. Mais d'ailleurs, celles qui sont justement dans une situation difficile, comme j'ai malheureusement eu, ou peut-être heureusement, j'en sais rien, parce que c'est certainement ce qui a construit aujourd'hui la personne que je suis. La vie est faite de challenges, de passages, de moments clés. Donc, bah voilà, c'en était un qui a été un petit peu financièrement douloureux et humainement douloureux, mais qui est aujourd'hui, avec le recul, utile dans ma construction et même dans l'accompagnement que je peux apporter. Mais pour autant, cette clarté, d'ailleurs, dans ces périodes-là, c'est souvent difficile de se dire, bah oui, t'es bien gentil avec la clarté, mais en ce moment, j'en manque beaucoup parce que quand on est dans des situations difficiles, financières et humaines, bah, la clarté, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour autant, c'est quand même juste l'essentiel. Et d'ailleurs, le moment où finalement je me suis sortie un peu de ce cercle vicieux, depuis plusieurs années, à être régulièrement malade et à se dire, ben non, bah, il faut que ça continue, j'ai des obligations, il y a les finances, il y a les enfants, j'ai une famille à faire vivre, etc. Bah, c'est quand je me suis, comme m'a dit Stéphanie, je me pose et je prends un temps de recul que j'ai réussi à le faire et c'est pas si simple que ça à faire. Que oui, j'ai réalisé que bah, ça pouvait plus continuer comme ça et qu'il fallait trouver une solution. Solution qui a été le dépôt de bilan, mais une solution qui était nécessaire parce que ça pouvait pas, enfin, il n'y avait pas d'autre issue, pas d'autre optimisation possible. Mais c'est ce moment de clarté qui a été hyper fugace, mais qui a été quand même une révélation. Et puis, seule, je me le suis pas forcément dit, ça a été d'avoir écouté, en l'occurrence, mon avocat à l'époque, qui a dit, bon, mais Cynthia, factuellement, ça. Comment est-ce que tu vois les choses? Et qu'est-ce qui va se passer ensuite si on fait comme ci ou si on fait comme ça? Et donc maintenant, dans le cadre des accompagnements, on est en mesure en fait d'être passé par ça. Ça me permet de détecter
En fait, ces moments-là et de se dire, bon, bah, OK, on va se poser, on va réfléchir et peu importe la décision qu'on prend, c'est pas une fin en soi, il y aura toujours un autre chemin qui va continuer derrière. Et cette clarté, bah voilà, c'est la clé. Absolument. La clarté. Et puis, en fait, c'est souvent Ouais. des moments de vie, en fait, qui reviennent. C'est des moments de vie. Mais parce Ouais. que en tout cas, moi, dans la situation que j'ai vécue, et je sais qu'il y a beaucoup de gérantes qui peuvent être amenées à vivre ça, parce que en fait, c'est des petits dérapages. J'ai pas choisi d'être intolérante à certains produits et on en utilise tellement dans notre secteur d'activité que c'était impossible de savoir lequel sans faire une éviction totale. Donc ça, c'est un exemple, mais il peut y en avoir plein d'autres. Ça peut être des problèmes de dos, ça peut être des moments enfin, qui sont censés être très agréables, c'est-à-dire donner la vie, donc être future maman, mais ne pas savoir comment faire pour pouvoir s'organiser pour un congé maternité et qui parfois peut mettre le centre tellement en difficulté qu'il y a un dépôt de bilan derrière. Ouais. Et derrière, bah, finalement, tu pars d'une situation qui doit être absolument magique, c'est-à-dire donner la vie, à devoir fermer ton entreprise. Et souvent, d'ailleurs, enfin, beaucoup de chefs d'entreprise associent l'institut, le centre, à leur premier bébé. Hmm. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire ça, hein, et avec le recul maintenant, tu dis non, c'est pas mon bébé. Oui, c'est un moment de vie où j'ai choisi d'investir, de m'investir humainement, financièrement, de créer quelque chose. Mais mon bébé, c'est mon enfant, ma chair, qui est à la maison et qui d'ailleurs, en ce moment, comme disait Steph, je m'en occupe pas trop parce que je suis tellement à la boutique que là, voilà, dans ces moments-là, il faut reprendre un petit peu de lucidité et remettre les choses à leur place. Pourquoi est-ce que je fais les choses et où est-ce que je veux aller? Hmm. Bon, vous l'avez compris, je pense que la clarté, j'en parle beaucoup, beaucoup dans le Mm, podcast, la vision, mais en fait, c'est la base. Donc ça, c'est la base. toujours l'étape numéro une. Et je sais que c'est souvent des sujets enfin, c'est notre quotidien, en fait, dans les accompagnements. Alors, si on revient sur les étapes, une fois qu'on a clarifié un petit peu le pourquoi on prend cette décision Mm. éventuellement de fermer ou de revendre, le mieux, l'étape numéro 2, c'est l'anticipation. Stéphanie, tu t'en parlais. Laura aussi, tu l'as préparé pendant des mois avec cette transmission. Anticiper ce projet-là parce que c'est vraiment une stratégie. On ferme pas du jour au lendemain, même si en fait, peut-être on peut fermer dans les 6 mois et c'est vrai que ça passe très vite dans la vie, dans l'existence d'une entreprise. Mais en réalité, quand on vit ces 6 mois, ça peut paraître très très long. Donc, on ferme pas du jour au lendemain. On prépare. On a besoin de préparer, d'avoir une stratégie en fait de fermeture ou de revente, de nettoyer, d'assainir, de structurer. Parce que idéalement, si vous arrivez à pouvoir présenter un projet qui est clair et que vous arrivez à bien le vendre auprès d'un éventuel repreneur, c'est quand même mettre des billes de son côté. Toi, pour le coup, Laura, tu as très anticipé, comme tu nous racontais, ta fermeture, ta transmission. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais recommander aujourd'hui dans cette phase de anticiper et préparer un petit peu soit sa fermeture, soit sa transmission? Oui, c'est pas une décision qu'on prend du jour au lendemain. Le fait que j'avais bien mis à jour toutes les fiches de poste, la fiche de mission, le fait d'avoir passé, d'avoir préparé en fait finalement ma manager à être future gérante. Tout ça, ça m'a aidé à ce qu'elle soit autonome et que ça se fasse naturellement. Après, au niveau des chiffres, de la trésorerie, c'est sûr que quand on prend sa décision, faut faire attention à nos dépenses parce que il y a des choses par exemple, le stock, c'est quelque chose qu'on va revendre après selon son statut, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à pas trop recommander parce que la salarié, dans mon cas, peut décider de ne pas reprendre le stock et là, vous êtes vous êtes avec les produits qui vous restent sur les bras. Donc ça, c'est des choses qu'il faut anticiper aussi. J'avais pris un premier rendez-vous avec mon comptable aussi pour pouvoir poser les choses, voir comment ça se passait, parce que vraiment, je savais pas du tout comment on transmettait un fonds de commerce, comment on l'évaluait. Voilà, tout ça, permet de préparer le terrain tranquillement, d'anticiper sans prendre des décisions dans l'urgence et ça rend la suite beaucoup plus fluide. Hmm. Pour toi, Stéphanie, tu parlais vraiment d'une stratégie de préparation. Qu'est-ce que tu entends par là, dans ce côté j'anticipe, je pense que ça fait partie aussi de la stratégie de l'entreprise.
Bah après, tout ce qui est stratégie ou financière, là, on va vraiment parler plus de, effectivement, comme disait Laura, la suite de l'accompagnement comptable où on a son premier rendez-vous. Après, on va vraiment rentrer dans le concret. Le concret, c'est faire un peu la checklist aussi de l'estimation de son fonds de commerce. Donc, c'est commencer à rencontrer des agences, regarder aussi un petit peu comment se tient sa trésorerie, où est-ce qu'on en est au niveau des contrats, des fournisseurs, des salariés. Après, c'est aussi faire l'audit de son entreprise avec les 3 derniers bilans comptables, voir si l'entreprise est saine. Vérifier aussi le résultat de l'entreprise. Ça, c'est tout ce que finalement le repreneur va regarder, parce que c'est ce qui va aussi permettre d'estimer la valeur du fonds. Hmm. Il y a tout ce qui est aussi inventaire des immobilisations, les machines, le matériel, le mobilier, le logiciel, les stocks, en a parlé Laura, effectivement. Donc en ça, c'est aussi réduire les charges un peu superflues. On en parle aussi beaucoup en accompagnement. Quand on a soit quand on a besoin de trouver de la légèreté et du souffle dans sa trésorerie, c'est aussi de regarder ce qui sort de manière factuelle. Mais là, c'est pareil, hein. Pour se préparer à l'avenir, faut aussi regarder tout ça. On va regarder aussi plus concrètement le bail commercial, la durée qui reste, les conditions, etc. Tout ce qui est lié à la masse salariale, les contrats, l'ancienneté, euh, tout ce que peut effectivement, enfin, va être amené à demander le repreneur et celui qui l'accompagne, le notaire, le comptable. Donc voilà. Après, on peut aussi, enfin, moi, je conseille aussi de s'entourer de la chambre des métiers de sa ville. Il y a des cabinets aussi qui sont spécialisés dans la reprise et la cession de fonds. Donc voilà, là c'est pareil, c'est aussi de s'entourer, de se faire accompagner vraiment. Ouais. Donc, étape 1, je clarifie le pourquoi. Est-ce que c'est une décision que j'ai envie de prendre? Est-ce que je suis alignée avec ça? Étape 2, c'est OK, j'ai pris ma décision. Qu'est-ce que je peux anticiper un maximum? Et Laura, comme tu disais, ne pas sous-estimer en tout cas le côté, moi, ce que j'appelle avoir les reins aussi un peu solides, c'est-à-dire vraiment avoir une gestion, notamment de trésorerie, adaptée à ce moment de vie du centre. Étape 3, tu nous en parlais, Stéphanie, c'est vraiment penser au côté un peu, quelle stratégie j'ai besoin de mener. Et pour ça, c'est faire un audit de sa situation au niveau financier, au niveau contractuel, au niveau des locaux, au niveau de l'équipe, etc. Donc, il y a toute une partie aussi administrative qui peut être un peu stressante, mais pour laquelle on peut arriver une fois qu'on a fait ce bilan en fait très factuel là, et c'est souvent avec le comptable en fait qu'on peut le faire, c'est d'arriver dans l'étape 4 et ça c'est vraiment à ne pas sous-estimer, à s'entourer, à se faire accompagner comme tu le disais. Donc tu as cité notamment des organismes qui sont en fait les premiers auxquels on pense. Cynthia, toi aussi tu nous as dit que tu as été accompagnée d'un avocat pour toutes ces démarches-là. Est-ce que, en fait, le poids de se faire, enfin, pas le poids, mais la puissance de se faire accompagner dans sa fermeture ou dans sa revente, qu'est-ce que ça change concrètement? Ah bah, ça change tout. Déjà, on se sent moins seul, on se sent écouté, compris. Parce que même si dans ces phases-là, évidemment, on a toujours son entourage, sa famille, mais comme c'est nos proches, c'est un impact en fait différent et il y a un affect différent. Donc le fait d'avoir une tierce personne comme ça qui rentre dans la situation permet aussi voilà, de gagner en clarté, d'avoir peut-être un peu moins de sentiments, un peu moins d'émotions autour de la situation, en tout cas pour mon cas. Vu la situation et l'état émotionnel quand même hyper chargé, c'était bien d'avoir justement mon avocat voilà, qui cadence les choses, qui organise les choses. Enfin, pour donner un exemple, hein, c'est vrai qu'il m'a donné tout le déroulé, comment ça allait se passer, parce que c'est quand même assez flou, hein, même si on va chercher sur Internet. Bon, peut-être maintenant avec l'intelligence artificielle, c'est peut-être un peu plus pratique pour retrouver des informations, mais on ne sait pas véritablement à quoi s'attendre. On entend souvent, déposer le bilan. Oui, mais d'accord, déposer le bilan, ça implique quoi en fait? Ça, c'est juste
le début du nouvel ère. C'est-à-dire que tout ce qu'on a connu jusqu'avant, c'était développer une entreprise et à partir de maintenant, on rentre dans le dépôt de bilan. Mais une fois qu'on a déposé le dossier au tribunal, c'est pas c'est bon, je me frotte les mains, c'est terminé, on verra la suite. Non, non, il y a quand même tout un tas de choses qui se passent qu'on n'a pas pu forcément justement anticiper. Et donc, en effet, il m'a aidé à toujours avoir une vue d'avance sur ce qui allait se passer et au niveau organisationnel, bah, d'être prête, parce que bah, 6 jours plus tard, je me suis quand même retrouvée dans le bureau du mandataire à devoir apporter tous les documents, de déclarer chaque ligne de créance. Ben, si ça, j'avais pas été avertie, je serais arrivée un peu la bouche en cœur dans le bureau du mandataire et ça aurait pas quand même été très sérieux. Pour autant, bah, une fois de plus, comme on le dit souvent à nos clientes dans le cadre des accompagnements, on n'a pas appris à être chef d'entreprise à l'école, bah, on n'a pas non plus appris à déposer le bilan à l'école. Donc, Hmm. voilà, clairement, il m'a aidé à faire ça, à prendre aussi beaucoup de recul sur certaines situations, à avoir aussi un rapport à l'argent un peu plus modéré. De toute façon, voilà, maintenant, c'est l'argent, ça va, ça vient et c'est OK. Parce que bah, quand on dépose le bilan, c'est pareil, hein, faut pas s'imaginer que les dettes vont être effacées et qu'on repart du bon pied ensuite derrière, hein. Suivant les statuts qu'on a choisis, ça peut être plus ou moins difficile. Dans mon cas, bah, il y avait la maison qui était impactée. Pour autant, on dit souvent que la résidence principale est protégée. Or, c'est pas vrai dans tous les cas. En tout cas, pour moi, ça ne l'était pas. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que ça peut être très difficile, des impacts aussi sur le couple, des impacts sur la famille, et c'est très bien d'avoir une tierce personne ici au milieu de tout ça qui aide à relativiser, qui met du concret, du factuel dans des moments d'émotion très très difficiles. Et donc, bon, dans mon cas, ça a été l'avocat qui l'a apporté, mais ça aurait pu être aussi toi. Donc, Hmm. se faire accompagner, c'est capital. Et l'avocat, pour moi, ça a changé la donne pour beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. L'organisation, le montant des créances, le rapport aussi avec le mandataire, parce que lui, il connaît son langage, hein, sont tous des avocats. L'avocat ne va pas défendre de la même manière que si moi j'étais allée seule dans son bureau. D'ailleurs, je pense que s'il avait été avec moi la première fois où j'ai déclaré justement toute la situation, peut-être qu'il aurait d'ores et déjà clarifié et sauvé l'histoire de la maison pour pas rentrer dans 7 ans de procédure judiciaire pour sortir la maison de là. En fait, dans ce que vous êtes en train de raconter, c'est que cette étape dans la vie d'une entreprise de fermer ou de revendre, Mm. faut quand même continuer à investir dans le fait de se faire accompagner parce que Exactement. c'est une vraie étape de vie de l'entreprise, en fait. Laura, toi, tu as aussi choisi d'être accompagnée, c'est-à-dire que tu as fait toute la partie anticipation et un peu stratégie dont on parlait. Toi, tu l'as fait quand tu as suivi notamment le programme de SBE sur le côté, voilà, j'ai besoin de structurer mon centre pour que, en fait, pour donner à mon équipe toutes les armes pour qu'elle soit la plus autonome possible, pour ensuite pouvoir faire ta transmission en bonne et due forme. Donc, on arrive du coup dans cette cinquième étape, préparer cette passation ou cette fermeture. Pour moi, ça passe essentiellement par structurer effectivement son activité, surtout si on veut la revendre, ça devient indispensable. Et puis, si c'est pour une fermeture, je crois que c'est quand même important, comme vous l'avez souligné, de se faire accompagner dans les démarches administratives. Aussi, un point dont on n'a pas parlé, dans la communication auprès des clients, parce Oui. que c'est pas forcément, on n'est pas dans un stade forcément émotionnel quand il s'agit en tout cas d'une fermeture, entre guillemets, plus subie. Sa posture et sa communication par rapport à la clientèle, ça peut devenir un vrai sujet. Et puis, quand on fait justement cette passation, on parle des clients, mais quand on fait cette revente, on a une vraie passation de notre fichier client vers le prochain, enfin, le repreneur. Donc tout ça, toute cette passation-là, en fait, c'est quand même aussi un gros morceau. Laura, est-ce que tu peux nous dire comment tu as réussi à le faire, cette passation-là, à la faire? Bah pour moi ça s'est déroulé alors de manière assez simple parce que voilà c'était une transition bon, fluide. On l'a annoncé à notre clientèle via une newsletter, les réseaux sociaux où j'étais assez présente. Je les ai aussi invitées pour celles qui souhaitaient à me suivre sur mon LinkedIn ou sur mon nouvel Instagram pour pas perdre le lien. J'ai participé à la soirée de Noël avec Marine pour pouvoir revoir un peu mes clientes une dernière fois.
Donc on a vraiment pris le temps de poser les choses après. On veut, alors émotionnellement aussi, c'est pas facile, même quand tout se passe bien. J'aurais voulu sûrement faire encore mieux. J'ai fait mon maximum. J'ai aussi envoyé des SMS personnalisés à des clientes clés. Mais après, il y a la vie, les projets, et c'est vrai qu'émotionnellement, c'est pas facile. J'ai eu aussi des remarques de clientes qui auraient aimé une soirée que pour ça, pour faire une passation, mais c'est pas simple en fait. Hmm. Toi, Stéphanie, pour l'institut donc que tu as revendu aussi, qu'est-ce que tu as mis en place auprès de ta clientèle? Est-ce que pareil, vous avez fait une communication ou est-ce qu'en fait la transmission du fichier client, bah, elle s'est fait plutôt de façon, on va dire plus fluide, plus naturelle? Est-ce que tu as marqué le coup ou est-ce que ça s'est fait plutôt naturellement? Moi, je suis assez discrète, donc j'aime pas trop faire des gros shows, on va dire. Enfin, c'est pas l'idée. Donc, jusqu'au bout, pour moi, c'était important aussi pour la clientèle bah, aussi bien pour le repreneur que pour moi d'avoir cette phase de transition qui soit tout en légèreté. Mais j'ai aussi fait en fait en fonction du profil client, soit un mail, soit un SMS aussi. Il y a même certaines clientes que j'ai appelées, vraiment mes clientes VIP, je les ai appelées pour les avertir avant que tout soit fait, vraiment pour faire cette phase de transition. Et j'ai aussi offert l'opportunité à mon repreneur de prendre la main quelques jours sur mon centre pour qu'elle puisse prendre le contexte du centre en main, qu'elle puisse s'installer, qu'elle puisse rencontrer l'équipe aussi, ça c'est hyper important. Et j'entendais tout à l'heure Laura qui disait s'effacer, je trouve que c'est hyper important aussi en fait voilà, c'est là où l'émotionnel est difficile, mais ça c'est un travail à faire sur soi effectivement parce que bah c'est un choix d'accord, mais il y a quand même ce côté où bah d'attachement parce que c'est quand même quelque chose qu'on a créé, qu'on a réinventé. Mais c'est aussi de pouvoir trouver le juste équilibre entre bah, je laisse la place et la juste place au repreneur pour que bah, elle-même puisse y trouver son compte en fait et prendre sa partie tout naturellement. Hmm. Ce que je trouve quand même absolument génial, c'est que, en fait, le côté, on est tous d'accord pour dire que le côté accompagnement dans cette phase de vie de l'entreprise, il est essentiel. Et ce que je trouve génial, c'est que chez ESBE, en fait, on a la chance de vous avoir toutes les trois avec cette expérience-là où, en fait, on se rend compte que c'est un énorme moment, en fait. Il y a tellement de choses à penser, tellement de choses à préparer et à anticiper que c'est une vraie richesse justement que vous puissiez accompagner les gérantes et on en a beaucoup en fait qui nous contactent et qui nous disent bah voilà j'ai envie de fermer d'ici 2 ans ou j'ai envie de revendre d'ici 3 ans, j'ai des projets de vie, voilà je voudrais construire ces projets de vie là et c'est génial justement parce que vous êtes passé par là et que vous savez en fait toute la place en fait que prend cette période de vie. Je crois que dites-moi si j'ai tort, mais je crois qu'en fait quand on prend cette décision-là de se dire qu'on en a pour 1 à 2 ans si on veut revendre bien voilà entre guillemets dans sa vision, c'est bien de s'y prendre 1 ou 2 ans à l'avance pour vraiment bien préparer ce projet, non? Oh bah moi, je suis tout à fait d'accord. Sinon, le résultat, c'est celui qui a été le mien. Donc la préparation, 12-24 mois, c'est le minimum. 12 mois, c'est le minimum. 24 mois, c'est l'idéal. Si on veut faire une bonne Ouais. passation, on sait que les visites, ça prend du temps. Du moment où on met en vente le centre, ben, on pense que tout le monde est au courant que le centre est à vendre. C'est faux. Ça va prendre du temps quand même avant qu'il y ait des touches, que quelqu'un vienne. Quand quelqu'un vient, c'est pas forcément cette personne-là qui va acheter le fonds de commerce. C'est pas si simple. Il y a des dossiers à monter, des prêts à obtenir, des commissions région à avoir, des prêts à taux zéro, etc. Donc voilà, si vraiment on est arrivé en bout de course et qu'on est prêt à tout lâcher, si on se donne pas cet oxygène pour le faire correctement, ben, fort à parier que ça soit dans de moins bonnes conditions avec le résultat catastrophique qu'on pourrait avoir. Tu vois, tu disais tout à l'heure la communication aux clients. Ça aussi, ça se prépare. Moi, dans mon cas, les filles, je leur ai laissé le choix parce que j'étais plus là et les filles, elles m'appelaient, elles me disaient Cynthia, on fait comment? Les clientes, elles me demandent, elles veulent racheter des cartes cadeaux, elles veulent reprendre les rendez-vous. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Ben,
voilà, un mois avant, on le savait qu'on fermait, mais c'était vraiment de l'ordre de 4 semaines, hein. Moi, je l'ai dit aux filles 4 semaines avant. Et elles étaient hyper gênées parce qu'elles ne savaient pas quoi dire aux clientes. Parce que Ouais. nous, on savait qu'on allait fermer, donc je leur ai dit, bah, surtout, on vend plus de cartes cadeaux, évidemment, hein. On Mm. prend pas de l'argent aux clients alors qu'on sait très bien qu'on va pas pouvoir assumer les cartes cadeaux sur un délai de 3, 6, 9 mois en fonction de la validité des cartes. Mais par contre, bon, bah, les rendez-vous, ben, c'était compliqué. Et comme c'était elle qui était là, bah, je leur ai laissé le choix. On en a discuté ensemble et je leur ai dit, bah, de toute façon, il n'y a pas 15 000 solutions. Soit à partir de maintenant, vous dites que ben, dans 4 semaines, c'est fini et que on va faire une petite fête ensemble et ça va être cool et c'est une histoire qui se termine, voilà. Mais c'était tellement dur pour elle aussi que la solution leur a pas non plus 100% plu. Et sinon, j'ai dit, bah, option B, on dit rien. Et puis le 31, vous partez, vous fermez la clé et puis je mettrai un petit mot et je ferai un message à tout le monde. Et donc, elles ont Mm. choisi l'option B. Donc, je leur ai dit, tant pis, j'assumerai. C'est pas l'option qui est pour moi la plus confortable parce que ça fait vraiment partir comme une voleuse. Mais par contre, pour les filles, bah, c'était elles qui étaient ma priorité, leur confort, le fait qu'elles puissent encore vivre ce mois dans de bonnes conditions. Et voilà, et on va dire, le peu de préparation qu'on a fait, tu vois. Un Ouais. mois de préparation pour y réfléchir et se dire qu'est-ce qu'on fait d'ici le 31. Bah voilà, c'est la décision qu'on a prise toutes ensemble en collégiale. Et pour pas arriver à prendre ce genre de décision, d'organisation obligée, ben vraiment, s'il vous plaît, préparez votre session parce que c'est hyper important. Ouais. Si vous voulez éviter les frustrations, le stress, la honte, parce que j'ai ressenti de la honte pendant quasiment 2 ans, j'ai pas pu aller faire les courses dans le supermarché à côté de chez moi parce que je croisais mes clientes et que je changeais de rayon parce que j'avais honte d'avoir fait ça. Donc voilà, c'est hyper intense. C'est pour ça que je te dis en préambule tout à l'heure du podcast, j'en parle pas beaucoup de cette manière-là, mais je me dis à la fois si ça peut servir à certains et certaines qui écouteront pour se dire, OK, aujourd'hui je suis fatiguée, j'en peux plus. Comme disait Steph, je suis arrivée au bout, je sais plus pourquoi je le fais, j'en ai marre. Mais du coup, Stéphanie, elle a pris ce temps de recul et elle a pu en fait s'aider dans de bonnes conditions la dernière structure. Et c'est ce qui fait que bah, ça se passe différemment en fait. Ouais. Et ça, Absolument. c'est vraiment, vraiment, mais du fond du cœur, c'est ce que je vous souhaite. Parce que sinon, enfin, le chemin que moi j'ai dû emprunter est quand même juste nettement moins confortable que celui que Laura a pu emprunter. Même si ça permet d'apprendre beaucoup, beaucoup de choses, c'est un apprentissage qui a quand même été coûteux dans tous les sens du terme. Donc voilà, prenez votre temps, ce temps nécessaire de souffle, de respiration pour organiser les choses, anticiper les choses, préparer les choses, seul ou accompagné, mais accompagné c'est encore mieux, bah, pour vivre cette nouvelle étape de vie comme étant une chouette étape de vie et pas comme un Ouais. échec en Ouais. fait. Mm. Et puis, tu as soulevé un point d'ailleurs que on a peut-être un petit peu oublié de parler, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup pareil, d'accompagnement que j'ai fait avec des clientes, qui est la question de qu'est-ce qu'on fait en fait par rapport aux équipes, à quel moment on leur dit, parce qu'en Mm, fait, on a un petit peu aussi, je trouve, ce côté, oh là là, je l'ai trahi parce que pendant des mois, en fait, et- je suis obligée de cacher en fait cette décision-là. Ça mm, joue énormément sur leur motivation, ça a un impact énorme. Donc il y a aussi exactement. toute cette partie, en tout cas quand on travaille avec une équipe, moi je sais que c'est des sujets que j'aime beaucoup d'ailleurs traiter en coaching parce que c'est du pur leadership aussi à ce moment-là. Mm. Comme quoi en fait, même quand on prend la décision de fermer, en fait l'aventure elle s'arrête pas du tout ici et que c'est un vrai chemin de vie en fait. Pour terminer, j'aimerais qu'on ait un moment vraiment de clôture un peu traditionnel dans le podcast. C'est la question clé, c'est-à-dire que si vous aviez, vous chacune, vraiment un conseil, cette fois-ci, un conseil plutôt, on va dire, à titre personnel. Donc là, j'imagine que vous enlevez un petit peu votre casquette de coach et que, ou alors, voilà, vous la mettiez qu'à moitié. Mais en tout cas, un conseil qui vient du cœur et que vous aimeriez donner à une gérante qui soit se pose la question, soit est en chemin pour fermer ou revendre son activité, ce serait quoi ce conseil avec un grand L et un grand E? Alors pour ma part, donc dans le cas d'un questionnement de est-ce que j'arrête et je fais autre chose,
C'est s'autoriser pleinement à explorer cette idée, en fait, de revendre, sans jugement, en fait, ni culpabilité, sans attendre aussi d'être à bout de force, parce que c'est pas un échec ni une fuite, c'est souvent un passage vers une nouvelle étape. Pour moi, c'est souvent un mot qui est revenu pendant la dernière phase avant de prendre la décision, enfin de se résoudre à cette solution. Souvent, je me disais, j'ai pas le choix. Je répondais à chaque fois, j'ai pas le choix. Eh bien, aujourd'hui, ce que je pourrais dire, c'est à partir du moment où on se dit, j'ai pas le choix, c'est qu'en fait, on doit l'avoir, le choix. Et si je peux donner un conseil, c'est vraiment d'accepter, de se donner ce choix, même si la finalité, c'est pas celle qu'on avait imaginée, pour pouvoir créer la vie de demain. Parce que si on se dit qu'on n'a pas le choix, c'est qu'il y a quand même des choses à ce stade qui vont pas, qui sont plus alignées avec ce que l'on veut, à ce que l'on aspire ou à ce que l'on est prêt à supporter. Et de se dire que ce moment de vie aura été une suite logique et pas un échec. Vraiment. Et moi, je l'ai réalisé là quand sur mon chemin de commercial, puisque après formatrice, je suis partie donc sur un poste de commercial. Je suis retombée sur ma collaboratrice. Comme tu disais, l'équipe, en fait, c'est hyper important. On se pose pas trop la question de ce qui va se passer pour eux. Et au contraire, pour moi, ça a été très difficile parce que j'ai vendu, enfin, j'ai fermé en novembre, donc décembre, elles n'ont pas été payées. C'était la période de Noël, donc elles ont dû attendre d'être payées par le fonds de garantie. Et je suis retombée sur ma collègue, Maëlan, qui est incroyable. Et, pardon, j'ai de l'émotion. Vas-y, respire, c'est la magie du podcast. Et Maëlan qui m'a dit, Cynthia, vous savez, ça a été une période difficile, mais grâce à vous, j'ai rencontré une personne extraordinaire qui aujourd'hui est une amie alors que quand elle a embauché, on se détestait. Et c'est là que je me suis dit, dans toute cette difficulté, finalement, on arrive à créer des choses incroyables. Et notre cerveau, il nous met toujours en avant les choses désagréables, inconfortables. Or, en tant que chef d'entreprise, on est des femmes fortes et on arrive à créer des choses incroyables. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc, si vous traversez un moment difficile, et vous voyez, même moi, je suis pas toujours très forte derrière nos armures de coach formatrice. On peut accepter aussi nos faiblesses et se dire que tout ça, ça n'arrive jamais pour rien et c'est ce qui nous permet de nous construire et de faire de belles choses. Donc, soyez fiers. Dans notre vie de chef d'entreprise, parfois on fait des erreurs, des bourdes ou des choses en fait où on se dit ah zut j'aurais pas dû faire ci ça ça. Enfin bref tout ce qui est en fait de l'ordre de incontrôlé ou pas fait comme on l'imaginait. Et je me suis dit ah mais c'est exactement comme l'histoire de la tarte tatin. La tarte tatin elle a été créée sur un truc qui était pas prévu à la base. C'est ça. Et voilà, c'est peut-être pas trop poétique, mais en même temps, voilà, si on arrive à créer des petites tartes tatin comme ça, bah, c'est quand même vachement bon. Exactement. Fanny, est-ce que tu aurais un conseil vraiment que tu portes comme une valeur haut et fort? Moi, j'ai une phrase qui m'est venue tout de suite, c'est en fait quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ce doute-là, ça vient pas pour rien en fait. C'est aussi se laisser l'opportunité de l'écouter. Donc écoutez-le, c'est un signe. C'est souvent que quelque chose a besoin d'évoluer en fait en vous. Et ça, on se laisse pas assez l'opportunité de s'écouter. Et on l'a dit, fermer ou revendre, c'est pas un échec. Je suis d'accord. C'est parfois une façon de se respecter aussi, de se réaligner ou de construire la suite. Et en fait, je trouve que c'est là où il y a le point commun entre, on a toutes les trois vécu des situations différentes dans Le dans la processus, ouais. transmission, ouais, dans le Mm. processus, et dans la transmission de nos entreprises Mm. ou dans la fermeture. Et en fait, le point commun, c'est ça, c'est retrouver l'alignement, se respecter et construire, s'autoriser, comme dit Laura, à construire la suite en fait, sa suite. Merci encore à toutes les trois. Je ne sais pas si cet épisode a fait écho un peu chez vous. En tous les cas, le message qu'on souhaitait vous faire passer, c'est que fermer ou revendre son centre, ce n'est ni un échec, ni une fin. C'est souvent en fait un tournant, un moment de bascule vers autre chose, une autre vie professionnelle, une autre version de soi. Et plus vous préparez cette étape avec lucidité et courage, plus elle devient une opportunité. Et nos clientes nous disent souvent, si j'avais su, j'aurais demandé de l'aide plus tôt. Alors si c'est vraiment une question que vous vous posez aujourd'hui,
si c'est un projet que vous voulez clarifier, sachez que chez ESBE, on est là pour ça aussi. Alors merci encore à Cynthia, Stéphanie et Laura pour leur authenticité. Merci à vous pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.